Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, une édition spéciale aujourd'hui. On va parler du général Flynn qui confirme la thèse du coup d'État mondial contre les peuples. On va voir un peu qui est Mike Flynn, parce qu'il s'agit ici d'établir sa crédibilité. C'est pas n'importe qui. On n'en aurait pas parlé, on n'aurait pas fait une émission sur les propos de Mike Flynn si ça n'avait pas été un personnage extrêmement crédible dans ce combat que nous menons contre les mondialistes. Alors, il a retweeté la lettre d'un archevêque adressée à Trump, et on va voir un peu les propos qui sont tenus dans cette lettre-là. L'archevêque dénonce le coup d'État mondial contre les peuples, et Flynn reprend ses propos, les propos de l'archevêque, à son compte. Alors, c'est énorme, là. C'est énorme. Donc, il y a aussi, en même temps, simultanément, plusieurs pays qui annoncent un reconfinement à la veille de l'élection américaine, parce que tout ça est lié. Évidemment, vous comprenez que, si vous comprenez la lettre de l'archevêque Vigano, vous comprenez que tout est lié aux États-Unis, à ce qui se passe, je veux dire, sur les territoires américains, l'élection présidentielle, etc. Si les États-Unis tombent, c'est l'ensemble du monde qui tombe dans la tyrannie, la dictature technosanitaire. Trump doit être élu. Il y a comme aucune option si on veut continuer à vivre. Et donc, c'est ça. Plusieurs pays contrôlés par des mondialistes déclarent des reconfinements, augmentent les effectifs militaires un peu partout. Il y a un état d'urgence mondiale à la veille de l'élection américaine. Les tensions sont énormes. Les mondialistes qui préparent la prise de contrôle des populations par l'effondrement économique et la dette, vous comprenez là qu'il n'y a aucune justification pour toutes ces faillites en cascade, pour ce traumatisme imposé à la population, la dégradation de l'état de santé, de l'état de santé psychologique, entre autres, ce qu'on fait vivre aux enfants, etc. Il n'y a plus aucune justification pour ça. Et ce à quoi on assiste, c'est une stratégie du choc, comme l'a décrit Naomi Klein, une stratégie du choc et un effondrement économique contrôlé afin de faire passer l'ensemble des économies nationales sous la coupe des mondialistes. Mais il y a des bonnes nouvelles là-dedans, c'est que partout les peuples s'organisent contre cette tyrannie technosanitaire. On va voir notamment les images de plusieurs villes en France et en Italie qui se soulèvent contre ce reconfinement 2.0. Et à la fin, j'ai une vidéo d'Horacio Arruda qui confirme pour une deuxième fois la fraude statistique. Alors, si c'était pas assez, le vidéo que j'ai montré en avril dernier, ou était-ce en mai, je ne me rappelle plus, eh bien là, en anglais, en répondant aux questions en anglais, il a encore une fois confirmé la fraude statistique du COVID. On va voir ça en fin de capsule. C'est comme ça qu'on procède de toute façon partout ailleurs. On rentre des cancers dans les statistiques du COVID, vous le savez. J'ai montré plusieurs vidéos de représentants de la santé publique qui disent on utilise le principe de précaution et on rentre dès que quelqu'un teste positif à COVID, ça devient la cause de la mort automatique, même si la personne est morte de cancer, d'un AVC, de complications, de toutes sortes de maladies, c'est COVID sur le certificat de décès. Voilà. Alors, Flynn, qui nous demande, qui nous enjoint sur Twitter de regarder cette lettre ouverte, open letter, cette lettre envoyée par l'archevêque Vigano au président Trump. Alors, en anglais, ça se lit comme suit. C'est énorme. C'est pour ça que j'en fais une émission spéciale aujourd'hui. J'ai tassé les autres sujets et il faut bien comprendre, il faut que ce soit bien diffusé, que vous diffusiez l'information. Partagez le Web Journal autant que possible. Si vous n'êtes pas en mesure de partager le Web Journal, reprenez les informations qui sont dans le Web Journal et partagez-les à vos proches. Il faut secouer le cocotier, comme on dit là. Alors, en anglais, on dit « Former Apostolic Nuncio to the U.S. Archbishop Vigano's open letter to President Trump warns of a great reset. » C'est drôle, hein, parce que je vous en ai parlé du grand reset
du reset économique, de la réinitialisation économique dans le dernier web journal. Mais là, ça se passe. C'est un excellent timing. Plot to destroy humanity. Alors, ce reset économique mondial, c'est un plan pour détruire l'humanité. C'est ce que Vigano dit. Il va beaucoup plus loin que ça, on va voir dans la lettre. Là. C'est ce que Vigano dit dans sa lettre à Trump. Il dit à Trump, fais attention, voilà ce qui s'en vient. Et là, Flynn, de l'intelligence militaire américaine, dit à tout le monde sur Twitter, regardez cette lettre, il valide le propos de l'archevêque Vigano. Donc, c'est It is not surprising that the enemy is angered at being discovered undisturbed. Read this letter here. Alors, donc, l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, le Monseigneur Vigano, envoie une lettre au président Trump qui le met en garde contre un complot. Oui, le mot a été prononcé, complot. De grande réinitialisation pour détruire l'humanité. C'est énorme, hein? Il n'est pas surprenant que l'ennemi soit en colère d'avoir été découvert et de ne pas être resté non perturbé. Alors, qu'est-ce qu'un nonce apostolique? Comme plusieurs, je ne savais pas c'était quoi. Alors, donc, un nonce apostolique, l'archevêque Vigano, c'est un ambassadeur du Vatican. Donc, un nonce apostolique de l'italien nunzio, c'est un messager, est un agent diplomatique du Saint-Siège accrédité comme ambassadeur de ce dernier auprès des États, blablabla. Donc, voilà. Alors, il était l'ambassadeur du Vatican aux États-Unis, et là, il s'inscrit contre le pape François, hein, qui est un pape Francis ou François, qui est un mondialiste avéré. Et voilà, donc, Flynn qui reprend le propos et qui dit à tout le monde de lire ça. Et c'est ce qu'on va faire ici ce soir. Mais en premier, qui est Mike Flynn? Hein? Parce que c'est pas n'importe qui nous demande de lire ça. Mike Flynn a été le directeur de l'intelligence militaire américaine, c'est-à-dire que de 2012 à 2014, il a piloté les services de renseignement du Pentagone. Oui, l'intelligence militaire américaine, là, c'est-à-dire les services secrets de l'armée. Il était le grand patron des services secrets de l'armée. Il a démissionné sous Barack Obama en citant de très profonds différends avec l'administration Obama, mais il a été plus loin par la suite, l'accusant pratiquement de trahison, et c'est ce qu'on voit là, présentement. Mike Flynn, on le sait, j'en ai parlé beaucoup dans les web journaux, s'est fait accuser d'avoir comploté avec les Russes, d'avoir menti au FBI, etc. Mais en fait, c'était Mike Flynn lui-même qui avait piégé le FBI de Barack Obama afin de se faire accuser, parce que quand tu te fais accuser de quelque chose, quand quelqu'un se fait accuser de quelque chose, il est libéré du secret d'État. Mike Flynn avait vu des choses sur l'administration Barack Obama, connaissait plein de choses, la haute trahison. Et là, s'est arrangé pour se faire accuser par le FBI afin d'être libéré du secret d'État, pouvoir se défendre et de vider tout son sac. Et là, maintenant, qui a toutes les informations de Mike Flynn sur la trahison des Obama, Hillary Clinton, Joe Biden et tout ça? C'est l'enquêteur Hubert. Alors, vous avez tout ça, c'est résumé dans une capsule. Si vous allez sur odyssey.com, vous descendez des vidéos. Il y a à peu près 2 ans, j'ai fait une capsule qui s'appelle « L'affaire Mike Flynn ». Où est-ce que j'explique tout ça? Donc, Mike Flynn, qu'on a vu souvent à la télévision. Hein, on l'a vu à Russia Today, on l'a vu sur les plateaux de CNN, on l'a vu témoigner devant le Congrès à plusieurs reprises. On l'a vu aussi avec Vladimir Poutine. C'est lui qui a fait la liaison. Lorsque Barack Obama voulait envahir la Syrie, il avait tracé sa ligne rouge, etc. Il était prêt à déclencher la Troisième Guerre mondiale, hein, parce qu'une attaque contre la Syrie, ça allait déclencher une riposte de l'Iran. Israël allait entrer, dans la mêlée, etc. Donc, c'était potentiellement dangereux. Mike Flynn, lui, a organisé la coordination avec les Russes. Hein, j'avais cité dans plusieurs web journaux, j'avais cité un article du journaliste gagnant d'un prix Pulitzer, Cy Hirsch, qui disait que le Pentagone, le chef d'armée interarmes, le général Dempsey, avait coulé de l'information à travers les Russes à Assad sur les plans de l'État islamique. Parce que l'objectif de Barack Obama, c'était de faire tomber Assad et de faire en sorte que l'État islamique prenne le contrôle de la Syrie, vous comprenez? Que les radicaux, les fous, prennent le contrôle de la Syrie. C'était ça le plan Obama. On enlève Bachar el-Assad, qui est un dirigeant essentiellement laïque, et on met à sa place les crackpots djihadistes.
Et là, Mike Flynn était contre ça. Il a vu la trahison d'Obama et les plans, qu'est-ce qui se tramait derrière ça. Il a été l'agent de liaison entre le chef d'armée interarmes, John Dempsey, et Vladimir Poutine, fort probablement. Donc, c'est un homme central dans tout ce qui se passe présentement dans la révolte mondiale contre les mondialistes. C'est un homme central. C'est lui, fort probablement, il a fait partie du groupe de patriotes qui a été cherché Donald Trump. On l'a vu beaucoup autour de Donald Trump durant la campagne. Il a été nommé d'ailleurs directeur du National Security Council. C'est comme le poste en sécurité le plus important aux États-Unis. Et c'est Mike Flynn aussi qui a tweeté durant la campagne de 2016. C'est lui qui a ramassé les courriels de Julian Assange sur le Pizzagate, les spirit cooking, etc. Vous l'avez ici sur la BBC. Trump aide Michael Flynn Jr. out after Pizzagate tweet. Et ici, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. You decide NYPD blows whistle on new Hillary Clinton emails. Blanchiment d'argent, des crimes sexuels avec les enfants, etc., etc. Il parle aussi de spirit cooking dinner. Alors, quand on accuse Radio-Québec, quand on me fait la tête dans les médias au sujet du pédosatanisme, moi, je reprends les propos de Mike Flynn, essentiellement. OK? C'est énorme. Ce qu'il faut rappeler, ce sont les gens de l'intelligence militaire qui sont derrière ça. Alors, je vais montrer une dernière fois pour qu'on puisse voir l'homme avant de continuer à commenter, avant de rentrer puis de lire la lettre de l'archevêque. Je vais vous montrer Flynn, qui était l'architecte de la campagne sur Internet qui a fait élire Donald Trump en 2016. Et il explique comment ils ont battu les médias traditionnels avec les citoyens journalistes. C'est la dernière fois que je montre ce clip-là. Je suis sûr que tout le monde est content de le voir. As a retired general, we have an army of digital soldiers. What we are now, what I call them, because this was an insurgency, folks. This was run like an insurgency. This was irregular warfare at its finest in politics. And that story will continue to be told here, but we have what we call citizen journalists. Okay? Because the journalists that we have in our media did a disservice to themselves, actually more than they did to this country. And so the American people decided to take over the idea of information. They took over the idea of information, and they did it through social media. And they did it through social media. On soupçonne d'être derrière le mouvement d'appui au président Trump là, qu'on ne peut pas mentionner. Hein? Et là, il nous dit de lire cette lettre de l'archevêque Vigano. Alors, qu'en est-il? Donc, on va y aller ici. Il y a plusieurs versions en français qui ont circulé. Alors, un plan global appelé Great Reset est en cours. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, n'est-ce pas? Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives qui limitent drastiquement les libertés individuelles et celles des populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il est encore à ses débuts. Derrière les dirigeants du monde qui sont les complices et les exécutants de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l'événement 201 en promouvant leur programme. J'ai sélectionné les paragraphes les plus pertinents. Je mettrai sous la vidéo sur Twitter le lien. Je l'ai retweeté déjà aujourd'hui, mais le lien où est-ce que vous pouvez retrouver ces propos-là. Il continue. Le but du Grand Reset est l'imposition d'une dictature sanitaire. Voilà, ça doit faire pas loin de 7 mois qu'on dit ça à Radio-Québec, visant à imposer des mesures liberticides cachées derrière des promesses tentantes. C'est toujours ça, les mondialistes, des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions au Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre les COVID-19 et les COVID-21 promus par Bill Gates avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques.
COVID-21, juste une parenthèse, COVID-21, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé la vidéo de 2-3 personnes à l'Assemblée nationale qui avaient fait le lapsus de dire COVID-21, COVID-21, COVID-21. Voilà, vous l'avez dans la lettre là, de l'archevêque Vigano. COVID-19 et COVID-21. Il y a probablement une deuxième COVID qui s'en vient, un deuxième virus qui s'en vient pour maintenir... C'est pas l'archevêque, c'est moi qui parle, là, pour maintenir à perpétuité les populations dans un état de soumission. On se bat, là, pour notre avenir. Il continue. Donc, au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs du grand reset, de la grande réinitialisation, on pourrait dire, là, l'imposition de la vaccination s'accompagnera de l'exigence d'un passeport sanitaire. On vous en a parlé aussi à Radio-Québec. Et d'une carte d'identité numérique. Paf! On vous en a parlé aussi à Radio-Québec. Avec pour conséquence la recherche des contacts de la population du monde entier. Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront enfermés dans des camps de détention. Comme ceux dont on sait qu'ils ont été, qu'ils commencent à être construits en Ontario. Là. Encore une fois, on a vu plusieurs vidéos circuler sur Internet où est-ce que tu as un député qui pose des questions sur les camps de détention et qui n'obtiennent pas de réponse de la part du gouvernement. Ou en résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués. C'est la fin de l'humanité. Le système total de dictature à travers la COVID. Il continue. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre de 2021. Vous comprenez pourquoi ils se fichent des faillites? Ils se fichent des faillites, comme j'ai dit dans mon dernier Web Journal, parce qu'ils veulent imposer la réinitialisation économique, le grand reset. Pour eux, toutes les entreprises qui font faillite sont des entreprises qui font faillite sur un vieux modèle. C'est des modèles, c'est des dinosaures, comme j'ai dit. Il y a un reset qui s'en vient qui, selon l'archevêque Vigano, sera activé entre la fin de cette année et le premier trimestre de 2021. À cette fin, d'autres assignations à résidence sont prévues qui seront officiellement justifiées par une supposée deuxième ou troisième vague de la pandémie. Encore une fois, c'est pas ce qu'on entend partout. Là, on a entendu troisième, quatrième vague et en France et au Québec. Tant qu'à y être, là. Non. Ici, troisième vague, le spectre d'une troisième vague. François Legault évoque la possibilité d'une troisième ou d'une quatrième vague au Québec. Noël sous couvre-feu et troisième vague. Les pronostics pessimistes de Del Frécy. Coronavirus, il y aura sans doute une troisième et une quatrième vague Europe 1. Vous comprenez qu'il tape dans le mille, là, l'archevêque. Donc, supposé deuxième et troisième vague de la pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui ont été déployés pour semer la panique et légitimer les limitations draconiennes des libertés individuelles, provoquant habilement une crise économique mondiale. Elle est manufacturée, cette crise économique, afin notamment de faire mal à Donald Trump parce qu'il avait la meilleure économie de l'histoire des États-Unis. C'était le Great Comeback, là. Dans les intentions de ces architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations au grand reset, donnant ainsi le coup de grâce à un monde dont ils veulent annuler complètement l'existence. Et on va terminer là-dessus de la sélection de cette lettre. Il n'est pas surprenant que l'ennemi soit furieux d'être découvert. Ben oui, c'est pour ça qu'ils tapent sur Radio-Québec et d'autres là ils font fermer les comptes, certains comptes pro-Trump un peu partout. On invoque la COVID, blablabla. Et parce qu'on les a pointés du doigt, notamment Mike Flynn les a débusqués. Il les a pointés du doigt et là, ils sont découverts, ils ont été mis à nu, ils sont furieux et s'attaquent comme jamais. Il y a personne, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui a été attaqué comme moi j'ai attaqué au cours du dernier mois. Jamais aucun, parce qu'on est en train de montrer le plan des mondialistes. Et c'est probablement pas fini, les attaques contre moi. OK? Donc, l'ennemi, il n'est pas surprenant que l'ennemi soit furieux d'être découvert juste au moment où il croyait avoir atteint la citadelle qu'il cherche à conquérir sans être dérangé. Il était sur le point d'être capable d'arriver à son nouvel ordre mondial. Mais Trump est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles.
La réaction de l'État profond à ceux qui dénoncent son plan est brisée et incohérente, mais compréhensible, juste au moment où la complicité des grands médias avait réussi à rendre la transition vers un nouvel ordre mondial presque indolore et inaperçu. Toutes sortes de tromperies, de scandales et de crimes sont mis à jour. Vous comprenez? Donc, les médias avaient fait en sorte que c'était pas possible de comprendre qu'est-ce qui se passait, le nouvel ordre mondial, comment on était embrigadé de l'école, je veux dire, à la télévision, dans les films, etc., par des politiciens corrompus, des lois, des traités qu'on nous faisait signer, on nous amenait par le bout du nez vers le nouvel ordre mondial, tout en nous faisant regarder, je veux dire, la télévision, des émissions, le sport, etc., en nous anesthésiant. Mais là, les fissures ont commencé à apparaître dans l'édifice mondialiste et de plus en plus de personnes dénoncent. C'est pour ça qu'ils accélèrent le processus. Vous comprenez? Alors, donc, c'est ça. C'est ce que Mike Flynn nous demande de lire. Avertissez, je veux dire, parlez à vos proches. C'est le temps d'être actif. Là. On ne peut pas laisser... Il reste quelques mois avant qu'il déclenche ce projet de reset. Dans cette lettre-là, qui est validée par Mike Flynn, je ne sais pas si Mike Flynn valide tous les propos, là, cependant, dans cette lettre-là, on nous dit d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre de 2021, si on ne manifeste pas, si on ne sort pas, si on ne se lève pas, c'est fini pour vous et vos enfants, pour nous tous. Si Trump ne passe pas, c'est une catastrophe. Alors, voilà, donc, comme je l'ai montré, on parle de troisième vague, alors que, je veux dire, alors que la deuxième vague, c'est une deuxième vague de cas, essentiellement de cas, et que les chiffres sont gonflés. Hein, à 2 reprises, François Legault s'est fait prendre le vendredi là, à gonfler des chiffres COVID, alors qu'il y avait seulement 4 morts là, recensés par l'Institut national de la santé publique. Legault en annonçait 16, puis 22, pour faire gonfler les chiffres, pour faire peur à la population, pour justifier les mesures, la fermeture de tous les endroits où on a du plaisir, la fermeture de la vie sociale. OK? Alors, mais c'est pas seulement ça. Pendant qu'on y est, là, on parle de fraude statistique. Hier, Horacio Arruda a reconfirmé la fraude statistique. Hein, ma vidéo avait fait 1 million de vues. Celle du mois de mai, je pense, avril ou mai, elle avait fait 1 million de vues. Et ça avait, je veux dire, mis la puce à l'oreille de beaucoup de personnes à travers le monde. Là, il l'a répété. Il a répété ce que je vous ai montré. D'ailleurs, j'en ai montré plein de vidéos. La fille de l'Illinois qui dit... Si c'est cancer, mais tu as testé positif, on va inscrire COVID sur ton certificat de décès. Les chiffres ne valent plus rien. Ce sont des moyens vers une fin. La fin, c'est le grand reset économique, la prise de contrôle de toute l'humanité par la dette, en écrasant la classe moyenne et les PME. Comment on y arrive? En fabriquant une urgence sanitaire. Je fais écouter la crapule d'Horacio Arruda. No, that when you want to compare dead rates in between countries, in between provinces, even if we have systems of detecting it, you know, the definition of case, some doctors will associate the disease first, as in Quebec, any time somebody, even if they die from a cancer or another disease, if they've got COVID-19, they're going to be counted as COVID-19. Hein, même s'ils meurent du cancer ou d'une autre maladie, s'ils ont la COVID-19, on va les compter comme COVID-19, même s'ils sont morts du cancer. Ça réveille-tu du monde, ça? Même s'ils sont morts du cancer. That's not necessarily the case everywhere. And even c'est ce qu'on appelle la fraude statistique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça avec la grippe. Quand tu es en cancer phase terminale avec la grippe, là, puis tu attrapes l'influenza parce que tu es à l'hôpital, puis le personnel hospitalier, ça circule. Il te reste 3 jours à vivre. Tu es en cancer phase terminale, la chimio n'a pas marché, tu es sur la morphine, il te reste 72 heures. Là, tu testes positif à la COVID.
Ah, mais là, tu vas rentrer dans les 6 000 là, qui sont morts de la COVID au Québec, là, les 30 quelques mille en France. C'est des salopards. Le truc, c'est que c'est ça, c'est que on ferait jamais ça avec la grippe. Imaginez qu'on fasse ça avec la grippe, c'est-à-dire que t'es cancer phase terminale, tu meurs cancer phase terminale, puis là, tu rentres dans les statistiques de la grippe. T'es pas mort du cancer, non. T'es mort de la grippe. Cette année, on va te rentrer dans les statistiques. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fraude statistique. Jeff Yates. Voilà. Alors, mais c'est pas juste ça, hein, c'est que, là, vous le savez, là, c'est ça, on nous parle de troisième vague, etc. Mais c'est aussi que ils vont nous embrigader. Je vous ai dit que c'était une norme sociale à long terme, qu'on s'en sortira jamais. Ils vous font miroiter une sortie de crise à tous les 2 ou à tous les 3 mois. On va sortir du confinement, juste 28 jours, etc. C'est un mode de gestion permanent des populations. On s'en va selon... je veux dire, des experts ici, là, vers des pandémies plus fréquentes et plus meurtrières. Comprenez que c'est ça c'est la COVID-21, là. COVID-19, COVID-21, vers des pandémies plus fréquentes et plus meurtrières. Après ça va tous les 2 ans. COVID-19, COVID-21, COVID-23, COVID-25, COVID-27. On s'en sortira jamais si on se lève pas. Il faut absolument se retrousser les manches et parler aux personnes autour de nous. Et avant de faire des interventions, il faut s'organiser dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut anticiper les arguments, prendre des notes, organiser ses pensées, y aller doucement, pas d'action violente, pas de... S'il y a trop de résistance, pas insister, revenir plus tard, laisser traîner des documents, des papiers. Je veux dire, on peut juste pas laisser ça se produire, ce qui est en train de se passer. En France, en plus d'avoir reconfiné pour un autre mois, ça va être à vie, hein, c'est à vie, c'est-à-dire ils vont nous confiner jusqu'au reset économique. Ils vont nous reconfiner jusqu'au vaccin, etc. Vous êtes des prisonniers. Nous sommes, je ne devrais pas dire vous, nous sommes des prisonniers, nous sommes essentiellement des esclaves, on est contrôlés. Si on dit quelque chose, ils nous frappent, je veux dire, avec toute la puissance du discrédit médiatique, ils nous ridiculisent, etc. Tout ça pour garder le contrôle mental. C'est ça à quoi on travaille à Radio-Québec, de briser ce contrôle mental-là, et c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour nous faire fermer, nous anéantir, nous faire perdre notre réputation, mais ça ne marchera pas. Donc, on voit aussi hein, qu'ils essayent de pousser. Plus on accepte des trucs, plus ils vont loin. Et on n'a juste pas le choix de se lever. COVID-19, le masque devient obligatoire pour les enfants de 6 ans, alors que toutes les études scientifiques montrent que ils n'ont aucun, ils ne sont ni transmetteurs, ni à risque. Zéro. Je vous ai montré genre... je sais pas, comme au moins 3-4 études, des études genre, je veux dire, quantitatives, là, tu sais, avec genre des dizaines de milliers de participants. En Angleterre, il y en a aux États-Unis. Les enfants ne sont ni à risque et ne le transmettent pas non plus. Mais on impose le masque parce que ça n'a plus rien à voir, comme je l'ai montré dans les autres vidéos, avec la dangerosité du virus, là. Ce n'est que de la soumission, hein, compliance, là, comment on disait à Arruda, là. Les facteurs, c'est plus la dangerosité du virus pour mettre une zone rouge, là, c'est la compliance, comme disait, de la population. Et plus on se plie, plus il nous écrase. OK? Ici, là, regardez l'état totalitaire qu'on nous annonce. Des chiens renifleurs de la COVID-19. On nous prend dessus pour des imbéciles. C'est l'État totalitaire. C'est un État policier qu'ils sont en train de mettre en place avec des chiens partout qui reniflent la COVID. On va vous mettre les prises de température sur le front pour être certain. Le contrôle social absolu. C'est vers ça qu'on s'en va. Tout ça pour nous amener, je veux dire, au développement durable, là, ce dont j'ai parlé la dernière fois. Donc, un contrôle gouvernemental total sur tous les aspects de notre vie, famille, santé, éducation. En éducation, là, si vous regardez les thèmes de l'ONU, là, vous avez juste à penser au cours ECR,
ici au Québec, hein, les cours d'histoire où est-ce qu'on efface des pans entiers de l'histoire parce que c'est politiquement pas correct, la réécriture de notre histoire pour qu'elle soit plus inclusive, les quotas de ci et de ça dans tel segment de la société sans fin, la rectitude politique absolue, limitation des ressources. Hein. Par exemple, en Californie, c'est interdit dans certaines régions là, de s'acheter une maison unifamiliale. Alors, tous ceux qui habitent au Québec, là, en région, dans les maisons unifamiliales, ça va éventuellement être interdit parce que vous gaspillez des ressources. C'est ça le développement durable. Votre quantité d'eau va être limitée. La quantité d'électricité, d'énergie que vous utilisez aussi va être limitée. Vos revenus vont être gérés. Ce sera plus vous ne pourrez plus être maître de vos revenus, travailler plus pour gagner plus, etc. Non, non. Tous les aspects de la vie vont être gérés par le gouvernement. Même votre façon d'interagir avec vos enfants, c'est un concept, ça. Le concept de la famille nucléaire là, est un concept qui est appelé à être dissous. Ils vont venir, déjà avec la COVID, ils ont essayé de s'interposer dans les familles, rentrer dans les familles là, pour venir gérer votre domicile. Mais rappelez-vous ce que je me rappelle plus de son nom, je l'avais, elle s'appelle Harris. Elle disait, il y a encore 4 ou 5 ans, elle disait « We have to break through the private idea that kids belong to their parents or kids belong to their families and recognize that kids belong to whole communities. » Alors, il faut briser ce concept que les enfants appartiennent à leurs parents. Hein? Mais il faudrait plutôt comprendre que les enfants appartiennent à la communauté. Tu sais, c'est les communistes ça, qui font ça. Ça, le développement durable, c'est le communisme 2.0. Au lieu d'être un communisme dur, à visage repoussant, c'est un communisme qui se présente sous les traits du développement durable, de l'égalité, hein, de l'écologie, etc. Mais en fait, c'est la même volonté de domination de l'humanité. Okay? Il y a aussi cette Laurence Rossignol qui avait dit exactement la même chose. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ça, c'est les socialistes, ça. Ils vont rentrer dans vos familles, gérer vos enfants. Ils vont vous dire combien d'eau, d'électricité, quel genre de maison, dans quel genre de maison vous pouvez habiter, combien de kilomètres maximum vous pouvez utiliser par jour dans vos déplacements. Ils vont tout gérer les aspects de votre vie. C'est ça, ce développement durable-là. C'est ça la pin qu'Horacio Arruda a à son... Ici, là, sur son épinglette, là. C'est ça, le développement durable. Ça a pour objectif de donner aux activistes et au gouvernement le droit d'exercer un contrôle accru sur l'utilisation de nos moyens de subsistance, de nos libertés, de nos ressources et de nos modes de vie. C'est le cauchemar absolu. OK? Et c'est contre ça qu'on se bat. Voilà. Alors, cependant, il y a de l'espoir parce que les gens voient bien que ça n'a plus aucun sens ce qui est en train d'être mis de l'avant, les mesures sanitaires, la fermeture des gyms, des restaurants, alors que les restaurants ont tout fait exactement comme le gouvernement demandait. Je veux dire, ils se sont pliés. C'est ça qui se passe. Quand vous pliez, ils en rajoutent une couche. On peut plus plier. Plus on cède, plus ils nous écrasent. Je parle à tous les entrepreneurs, là. Toutes les PME, plus vous cédez, si vous faites le jeu du gouvernement, ils vont vous écraser. Le but, c'est que vous fassiez faillite, vous comprenez? C'est ça le but, que vous fassiez faillite. Mais les gens, maintenant, protègent, je veux dire, leur mode de vie, commencent à se réveiller. Et il y a des manifestations partout. Hier soir, il y avait des manifestations partout en France et en Italie. J'en montre quelques-unes. Ça, c'est à Paris. Ça, c'est à Rouen. Salut Paris, salut Rouen. On est avec vous. Montpellier. Salut Montpellier. Besançon. Salut Besançon. Toulouse. Salut Toulouse. Nantes. Salut Nantes.
À Rome, il y a eu des heurts avec la police, avec des gaz lacrymogènes, des camions avec des projections de jet d'eau, etc. Ça a pété à Rome. Qui per far parlare chi non fa parlare nessuno, perché non serve a un cazzo questa mascherina, non serve a un cazzo. Abbiamo pazientato tanto, ci ha noi che rischiamo i nostri soldi. Foggia en Italie aussi. Salut, Rome et Foggia. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Au moins, les gens commencent à se lever un peu partout. On n'a pas d'autre choix que de parler à nos proches. Il faut, oui, être présent, manifester dans la rue, etc. Pacifiquement. Les mondialistes n'attendent que les débordements afin de justifier un état d'urgence. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent déclencher l'état d'urgence avec des policiers, des chiens dans la rue, l'armée, tout ça. C'est ça qu'ils veulent. Fait qu'on on va pas leur donner ça. On va rester pacifique comme Gandhi. C'est ça qu'il faut faire. Rester pacifique. Là, ils peuvent rien faire. Ils peuvent utiliser des agents provocateurs, là, mais ça sera pas nous. Alors, voilà, donc, remercier, premièrement, tous ceux qui nous ont fait des contributions. Rappelez que Radio-Québec, c'est un média de réinformation qui se maintient par sociofinancement, et donc on remercie du fond du cœur tous ceux qui nous appuient, qui nous permettent de continuer à opérer, à faire de l'information, démonter le stratagème mondialiste aussi, de faire partie de cette armée mondiale, cette armée numérique mondiale contre les mondialistes. Alors, merci à tous ceux qui nous appuient. Vous pouvez nous rejoindre sur Odyssée. Donc, Odyssée, si vous tapez Radio-Québec sur Odyssée, c'est là que toutes nos vidéos sont uploadées. Il n'y a pas encore de capacité de live sur Odyssée. Ça s'en vient, on nous a dit d'ici 2-3 semaines. Sur Twitter, évidemment, pour l'instant, on est live sur Twitter, sur Twitch et sur VK. On salue la gang sur VK. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, j'ai encore une fois oublié de montrer l'adresse postale, mais vous l'avez dans les autres vidéos. Sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette et par Interact, Alexis à radioquebec.ca avec le mot de passe, la réponse à la question de sécurité, Alexis. Voilà. Alors, encore une fois, merci à tous ceux qui nous permettent de continuer ce combat. C'est comme une voiture, là, on met du gaz et puis ça nous permet d'aller loin, ça nous permet de faire des recherches et tout. Merci énormément, du fond du cœur. Oui, c'est ça. Et merci à tous ceux qui me souhaitent bonne fête. Aujourd'hui, c'est ma fête et donc j'ai pas eu le temps j'ai reçu plein de messages, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. C'est apprécié. Vos prières sont appréciées aussi. On sait que c'est un combat spirituel. Alors, questions, commentaires. Quoi d'autre? Là, ce qui fait paniquer les mondialistes, c'est qu'on a réussi comme l'union du peuple, hein, c'est-à-dire que les gens qui sont réveillés, là, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles, de toutes les religions, on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que les mondialistes ont réussi à unir le peuple, de ceux qui sont réveillés, là, à unir le peuple. Il n'y a pas de division entre nous présentement, c'est ça notre force. Alors, Trump va gagner, oui. La défaite n'est pas une option. Il a l'air tellement confiant de toute façon. Et étant donné que Michel ne s'est pas présenté, je veux dire, ça serait bizarre de voir quelqu'un comme Trump qui a remis sur pied l'économie des États-Unis, qui est le candidat de la loi et l'ordre et du retour économique, celui qui veut rouvrir le pays au lieu de le fermer comme Joe Biden, de voir un candidat comme ça, aimé de son peuple, là, perdre aux mains de quelqu'un qui n'est pas capable de finir ses phrases, qui est mélangé tout le temps, là. Ça serait... Michel n'est pas venu, fait que en ce qui me concerne, c'est gagné. Tous unis, c'est dans les dures épreuves qu'on devient fort et unis. Exactement, Alex Montana. Ils m'ont coupé sur Twitter? Non, je suis encore sur Twitter. J'ai pas de plan encore pour le soir des élections. Je pense pas que je vais faire une émission le soir des élections. Je vais peut-être commenter un peu en fin de soirée, peut-être.
Autre chose, je pense qu'on va terminer bientôt. Gardez ça court, 39. Non, je pense pas que Joe Biden se soit livré à la CIA. Il ne reste plus grand-chose comme carte, hein, Jean-Paul Codaccioni. Il ne reste plus grand-chose comme carte. S'ils avaient eu encore des cartes, ils ont joué toutes leurs cartes contre Trump lors de leur campagne de 2016 et après ça. Hein, ça a été toutes les fausses accusations d'agression sexuelle. Après, il y a eu cette histoire de collusion avec la Russie, Trump agent russe, ils ont essayé l'impeachment, ils ont tout essayé, ils ont tout tiré dessus, de sorte qu'ils ont tout envoyé la gomme au cours des 4 dernières années, de sorte qu'on arrive en fin de campagne et il n'y a rien contre Trump. Ils n'ont rien. Ils ne sont même pas capables de faire une attentat sous faux drapeau. Ils sont même pas capables de faire péter une bombe puis de mettre ça sur les partisans de Trump. Ils n'ont rien. Tu sais, lors des midterms, il y avait eu ce gars-là qui avait envoyé des bombes, qui était supposément un partisan de Trump, mais on s'était rendu compte que c'était en fait un démocrate qui avait fait la conversion récemment. Il avait envoyé des bombes à CNN et à George Soros et à quelques personnalités du Parti démocrate. Ils n'ont même pas été capables de faire ça cette fois-ci. L'État profond n'a plus de munitions. Ils ont tiré toutes les munitions. Ils n'ont plus rien. Alors, dernière question, pour pas qu'il y ait de longueur. On rappellera que Hunter Biden, le FBI a confirmé qu'Hunter Biden était sous enquête. Il n'y a aucun média qui en parle. Hunter Biden est sous enquête et comme l'a dit un des partenaires d'affaires de Biden, Bobulinski ou quelque chose comme ça, là, qui est passé à Tucker Carlson il y a 2 jours. Ça a été une des plus grosses émissions, une des émissions avec les plus grosses cotes d'écoute de l'histoire de la télévision américaine. Il a dit que Joe Biden était au courant de ce que son fils faisait et qu'il y avait des liens financiers entre les deux. Il a confirmé que Joe Biden, le candidat à l'élection présidentielle, était compromis. Et on sait que le FBI maintenant enquête depuis 2019 sur Hunter Biden et donc sur Joe. Joe est là-dedans aussi, là. Et il n'y a aucun média qui en parle. Ils vont faire des émissions spéciales sur les conspirationnistes, là, sur moi, mais des enjeux comme ça, il n'y a aucun chroniqueur qui va parler de ça. C'est des salopards. Heureusement, la réélection de Trump va marquer la fin de ce monde-là. Il va y avoir des transformations tellement profondes dans la politique, le système médiatique, les rapports économiques, etc. avec Trump, que ces gens-là donnent leur coup. C'est le dernier coup, là. C'est comme le serpent qui crache son dernier... c'est le dernier jet du serpent, le dernier crachat du serpent. Il crache son venin une dernière fois. Durant cette campagne-là, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de cracher leur venin une dernière fois. Après ça, il va y avoir des changements, ça va être nettoyé. Puis c'est pour ça qu'ils donnent tout, puis qu'ils mentent, puis qu'ils se compromettent, puis qu'ils censurent, puis qu'ils attaquent ceux qui, montrent le plan. Parce que c'est le dernier coup. Voilà. C'est important pour nos enfants. Moi, je l'ai déjà dit, je faisais ça pour mon fils. Je veux pas que mon fils soit embrigadé là-dedans. Je veux pas que ses enfants, je veux pas que l'État vienne lui voler ses enfants. Et je veux pas que l'État lui dise, des apparatchiks, des technocrates dans une capitale lointaine qui gère le gouvernement mondial lui disent combien il a le droit d'utiliser d'eau, d'électricité, c'est quoi son salaire. Je veux pas que la vie de mon fils soit gérée du matin jusqu'au soir et que ses enfants à lui soient gérés du berceau jusqu'au cercueil par des technocrates, dans une dictature technosanitaire, là. No way. Alors, c'est pour ça qu'on se bat. Alors, même si on se fait insulter sur Internet, même si on prend des coups, notre réputation se fait attaquer, c'est pas agréable, hein. Je vous dis, il y en a qui disent, là,
C'est pas agréable. Mais il faut reprendre le bâton du pèlerin puis continuer. Éventuellement, c'est toujours au début que c'est difficile, puis après ça, ça commence à... Plein de personnes disent que finalement, ça a commencé à débloquer autour de eux. Voilà, alors, on n'a juste pas le choix. Ça, c'est pas une option. OK? Autre chose? Voilà. Alors, on va se laisser là-dessus. Je remercie une dernière fois ceux du fond du cœur, ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. Merci, vous nous permettez de continuer à opérer et de diffuser ces messages-là à l'ensemble de la planète. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous. Je ne suis pas sûr que je vais en faire une avant l'élection américaine. On verra peut-être lundi, je verrai. Sinon, l'autre côté de l'élection pour célébrer. Salut. Un pour tous, tous pour un.